Hey, bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Janie. Moi, je viens de Nicolet-Yamaska. Je suis dans le sujet des éoliennes depuis mars 2023 parce que on a été bombardé avec ce projet-là qui est arrivé par de nulle part comme le vôtre chez vous. Je voudrais juste vous présenter rapidement parce que quand un interlocuteur prend la parole, il a envie de parler pendant longtemps, mais je veux que vous sachiez les sujets les gens qui sont là devant vous ce soir pour avoir une idée. Puis ces réunions-là sont souvent longues. Bravo d'être là un soir de semaine, de prendre le temps, mais on a besoin de vous autres. Puis c'est super important que vous soyez là. On a besoin de se réunir pour pas laisser les familles élites, on va dire ça de même, décider pour nous ce qui va se passer. Fait que c'est pour ça qu'on est venu de Nicolet-Yamaska, de Drummondville, de la MRC de l'Érable pour vous parler avec vous. Fait que Claude Charon... Claude Charon, il vient de la MRC de l'Érable. Eux, ça fait combien d'années que vous avez des éoliennes? 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils vivent avec ça. Il va vous parler de ce que ça veut dire vivre avec les éoliennes. Il y a Rachel Feldman, qui est conseillère municipale dans une municipalité de Nicolet-Yamaska et qui a fondé un regroupement d'élus qui se questionnent, qui ne veut pas juste dire oui rapidement au projet et qui se mettent ensemble pour confronter un peu le discours ambiant qui dit qu'il faut que tout le monde dise oui puis que c'est sûr que c'est bon pour tout le monde. OK? Oui? Et à ma droite, il y a M. Langelier, qui est juriste et sociologue. C'est un militant de longue date. Le RVHQ, c'est Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Il a milité pour que les gaz de schiste, ça soit pas partout au Québec à polluer l'eau potable. Et il a les informations juridiques qui manquent à la plupart d'entre nous pour comprendre ce qui se passe et comprendre comment on peut avoir du pouvoir. C'est pour ça qu'il est avec nous aussi ce soir. Puis moi, ma petite contribution, je vais parler à la fin, mais avant que ça finisse, ça sera de vous dire comment on peut se mobiliser, qu'est-ce qu'on a fait chez nous, puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider la situation, parce que c'est ça que vous avez besoin de savoir avant de repartir chez vous, là. Vous avez besoin de comprendre le problème, mais aussi quelles sont les prochaines étapes, puis ce que vous pouvez faire pour vous entraider le plus possible. Fait que moi, ça va être ça mon message, mais là, je laisse la parole à M. Charon pour le reste. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis un peu estomaqué de voir là, autant de personnes ce soir. Est-ce que ma voix porte assez? Je vais essayer de faire comme Normand. Est-ce qu'on m'entend bien en arrière? On m'entend bien? Oui, parce que ce que j'ai à vous dire est important. On m'a alloué 15 minutes. Je vais essayer de m'en tenir à 15 minutes. Habituellement, je prends pas mal plus de temps que ça, mais par respect pour mes collègues, je vais essayer de condenser ça dans 15 minutes. Alors, moi, ça fait 10 ans que j'habite à Saint-Ferdinand, que je vis à l'ombre des éoliennes. Okay? On s'est battu pendant 3 ans. Vraiment, on est allé presque en Cour suprême pour essayer de faire arrêter ce projet-là. On n'a pas réussi. Alors, bon, les éoliennes se sont implantées et depuis ce temps-là, on s'est adapté. Je ne me suis jamais habitué aux éoliennes, mais on n'a pas le choix de s'adapter. Je suis encore là, mais il y a beaucoup d'impact. Alors, c'est de ça dont je veux vous parler. Le premier impact des éoliennes, c'est vraiment la visibilité. Alors, moi, autour de chez moi, il y a 21 éoliennes que je vois. Le parc en compte 50. OK? Alors, la plus proche est à 1 km. À 1 km, c'est des éoliennes de 2 MW. C'est des éoliennes qui font du bruit. Mais là, je vais vous parler de la visibilité. Avant, on avait un paysage. Nous, on est dans les montagnes. Okay? On est vraiment dans les montagnes, là, peut-être un petit peu plus haut. Ici c'est vallonneux. C'est des petits vallons ici. Vous n'êtes pas tout à fait là, pas tellement haut quand même. OK. Donc, quand les éoliennes se sont implantées, le paysage a disparu en dessous des éoliennes. Quand vous arrivez chez nous, là, ce que vous voyez, la première chose, c'est des éoliennes. Le paysage, vous ne le voyez pas. Vous le voyez en deuxième lieu. Alors ça, Puis les éoliennes, elles sont là, c'est 7 jours par semaine. C'est toujours là. C'est à l'année, c'est 24 heures sur 24. Peu importe, vous allez à l'épicerie, vous allez chez votre voisin, vous allez souper au restaurant. Vous êtes toujours dans un milieu d'éoliennes, dans une zone éolienne, dans une zone industrielle éolienne.
Parce que chacune de ces éoliennes-là, c'est des mini-centrales d'énergie électrique. Ça flash rouge la nuit, hein, aussi. Donc, c'est une présence qui sont au-dessus de nous, sont sur les crêtes là, des collines. Là. Une présence encerclante, dans mon cas, une présence écrasante, une présence envahissante. Ça, on peut pas, il n'y a pas de mesure d'atténuation pour ça. Bon, il y en a qui trouvent ça beau, les éoliennes. Une ou deux, peut-être comme ça, là, mais quand tu es entouré de 20 éoliennes qui tournent comme ça, pour la journée longue, là, ça devient, ton cadre de vie, ton milieu de vie est complètement modifié. Il faut vous attendre à ça. Il faut vous attendre là, que votre milieu de vie, là, ça ne sera plus la même chose. Là. Complètement différent. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est le bruit des éoliennes. Le bruit des éoliennes est de deux sources. De la pale, le bruit vient de la pale qui fend l'air comme une aile de jet. Ça fait exactement le même bruit qu'un jet qui passe dans le ciel, excepté que le jet n'atterrit jamais. Parce que le bruit, les pales tournent toujours dans le vent. Alors, vous entendez ça, ce bruit-là. Puis quand la pale, la deuxième source de bruit, passe devant le mât, là, ça fait chouch, chouch. Ça, c'est la deuxième source de bruit. Alors, ça, c'est fatigant. Dans notre cas, le facteur d'utilisation est de 35 de 33 à 35 ce qui est beaucoup, ce qui est même énorme. Ça veut dire que le tiers du temps, les éoliennes virent. Ils virent encore plus la nuit. Je ne vous expliquerai pas tout. Je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais la nuit, l'été, si ta fenêtre est ouverte, tu vas avoir de la misère à dormir là, si les éoliennes tournent. Là. OK? Le soir aussi, quand tu vas faire ton petit barbecue là, sur ton patio, les éoliennes tournent, tu vas trouver ça fatigant. OK? Bon, il peut être une semaine où tu ne les entendras pas, là, pendant une semaine. Mais à un moment donné, pendant 3 jours, tu vas les entendre, ça va être non-stop. Ça, c'est le bruit. OK? Les infrasons, je ne vous en parle pas, ça serait trop long. Il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Mais il y a une chose qui est certaine, le bruit dérange. Il y en a que le bruit, ça ne les dérange pas. Oui, je suis d'accord avec ça. Moi, le bruit me dérange. Mais la personne qui dit que le bruit ne la dérange pas, elle ne peut pas dire que ce n'est pas dérangeant. Elle ne peut pas dire ça. OK? Un autre impact important dont vous devez savoir, c'est la dévaluation municipale, la dévaluation marchande de vos propriétés. Le seul fait qu'il y a eu une annonce ici, dans la région, qui va possiblement avoir un projet éolien, vos résidences viennent de perdre 20 %. Tout le monde. Juste le seul fait de ça. OK? Moi, cette année, j'ai reçu mon évaluation municipale. Partout à Saint-Ferdinand, on est 2000 de population, on a un lac. Alors, partout à Saint-Ferdinand, on a subi une hausse du rôle de l'évaluation, toutes les résidences de 25 %. C'est le rôle triennal à chaque 3 ans. Alors là, il y a eu une correction qui s'est faite. Toutes les maisons, toutes les résidences ont été évaluées 25 % plus cher. Moi, non. Non seulement je n'ai pas été évalué 25 % plus cher comme les autres, on m'a baissé de 5 %. Faites l'addition, là, 25 plus 5, ça fait 30 %. Là, je disais dans votre petit dépliant que ça peut aller jusqu'à 50 %. C'est possible, là, mais moi, je vous parle d'un fait concret, que cette année, en 2023, ma valeur marchande, pas marchande, mais la valeur du rôle d'évaluation, baissé de 30 % par rapport aux autres secteurs. Là, je ne peux pas dire que c'est à 100 % à cause des éoliennes. Je ne peux pas dire ça, OK? Mais je peux m'en douter quand même que les éoliennes ont une grande part de la responsabilité de cette baisse-là, de cette perte-là. Alors ça, je pense que je peux l'affirmer sans trop me tromper. Puis je ne suis pas le seul. Là. Dans mon rang, c'est la même chose. Certaines résidences qui ont resté stables, ils n'ont pas eu le 25 % comme les autres, là, mais ils n'ont pas été dévalués. Il y en a qui ont été dévalués. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Par contre, les terres n'ont pas été dévaluées. Ça, c'est important de le dire. Regardez,
On a la matrice, là, on peut savoir toutes les terres, combien ça vaut. Les terres n'ont pas été dévaluées. Nous, on a demandé, là, pendant les audiences du VAP, on a demandé à la compagnie, si notre maison est dévaluée, est-ce que vous êtes prête à payer la différence? Comme ça se fait au Danemark. Au Danemark, le gouvernement du Danemark a décrété une loi réglementée que les résidences qui vont être dévaluées par les éoliennes vont être compensées par le promoteur, en plus d'une pénalité de 5 à 10 le promoteur. Fait qu'on a demandé, nous, au promoteur, aux audiences du VAP, s'il était prêt à signer une entente comme ça. Non, parce que le promoteur a dit non, il n'y a pas de dévaluation. Bien, s'il n'y a pas de dévaluation, pourquoi tu ne veux pas signer? Alors, voilà ce que le promoteur nous a répondu. Concernant le bruit, je reviens un peu sur le bruit. Vous allez entendre souvent que les éoliennes, parce que là, vous, ce qui vous attend, là, c'est du 6,4 à du 7,2 MW. Ça, c'est 650 pieds, 200 mètres. Nous, c'est des éoliennes qui ont seulement 450 pieds. 650 pieds, là, je regarde l'église. Est-ce que c'est votre église? Bon, bien, 650 pieds dans une église, c'est 110 pieds environ. C'est 6 fois la hauteur d'une église. Les pylônes, là, habituellement, c'est 80 pieds environ, un pylône. Alors, ça vous donne une petite idée du gigantisme de ces éoliennes-là. Mais les promoteurs vous disent que ça va faire moins de bruit que les 2 MW. Là, dans cette affirmation-là, il y a deux choses. La première chose, c'est que le promoteur dit qu'ils vont faire moins de bruit que les 2 MW. Ça veut dire que les 2 MW font du bruit. Ça, c'est la première chose. C'est un aveu, là. OK? Mais là, ils vont faire moins de bruit. Pourtant, les pales de 200, presque 250 pieds vont balayer 3 fois la surface de nos pales à nous. Ça va faire moins de bruit. Ah, OK. Alors, ça, c'est un mensonge. Ça, des mensonges, là, vous allez l'entendre. De la part du promoteur, vous allez l'entendre juste en masse. Parce que nous, là, on nous a bourrés comme il faut. On nous disait que ça n'allait pas faire de bruit, ça allait être aussi tranquille, aussi, tranquille que dans une salle de chirurgie à l'hôpital. C'est ce qu'on nous disait. Puis là, j'arrête là parce qu'il y en a tellement de mensonges qu'ils nous ont dit, là. Alors, s'ils vous disent que les 6 mégawatts font moins de bruit, là, méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est de la désinformation. Ça, c'est des petites lumières rouges qui flashent sur les éoliennes. Moi, pas vraiment. C'est sûr que si l'été, là, c'est vraiment... Moi, je vois l'autre parc en plus qui est plus loin. Il y en a un autre cinquantaine. Là, je vois, dans le jour, je les distingue un peu, mais là, je vois toutes les petites lumières rouges. Puis quand on arrive le soir, on voit des petites lumières rouges un petit peu partout. C'est ça. Mais vous, ici, là, 650 pieds, là, vous allez... Moi, j'en vois seulement 20, 21, là. Vous, là, vous allez en voir plus que ça, là. À 650 pieds, là, vous ne les manquerez pas, là. Ça va être 50, je ne sais pas combien ils veulent en mettre, là. 140. 140. Bon, bien écoutez, les éoliennes, là, on les voit à 10, 20 km, on les voit très, très bien. On va prendre un petit 5 minutes pour les questions. Après, je finis, là. Là, on est rendu... Je vais parler d'un autre point, là. C'est vraiment la division sociale qui est un peu reliée avec la santé. Ça, la crise sociale que les éoliennes amènent. Ça, c'est vraiment... C'est terrible. C'est vraiment terrible. Comment je dirais ça? Là, vous allez vous... Si votre voisin signe... Là, vous allez vous brouiller avec votre voisin. Il y a des amis qui vont être pour parce que c'est alléchant. Les redevances qu'on va vous offrir sont alléchantes. Vous allez vous brouiller avec vos amis. Vous allez vous brouiller avec vos familles. Ça on a vécu ça. Là. Puis on le vit encore. Ça, c'est durable dans le temps. Là. Ça, c'est des blessures psychologiques qui sont, dans certains cas, très graves. On est allé... J'ai parlé... avec ma conjointe, la semaine passée, je parlais d'éoliennes parce que je préparais quelque chose, je préparais une conférence.
À un moment donné, ça a remonté, là, les gens, on ne peut plus parler de ça. Elle est devenue mal, elle a eu la nausée, elle est obligée d'aller se coucher. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont atteints psychologiquement comme ça, là, juste pendant des années, c'est pas parti encore, là. Ça, c'est extrêmement, extrêmement dommage. Même dans vos propres familles, le couple, ça peut être difficile pour le couple aussi, là. Parce qu'il y a un couple qui est engagé, là, l'autre, il va falloir qu'il l'appuie, qu'il le suive. Ça amène des discussions, ça amène beaucoup de tension, beaucoup de stress. Alors ça, c'est une source comment, une attaque à ta santé physique et psychologique. Quand ton mental ne va pas bien, là, ton physique qui suit, c'est pas tellement long. Alors, au niveau de la santé, nous, on a demandé, le BAP a demandé dans ses recommandations au gouvernement de faire des études. Je prends une petite gorgée. Alors, tous les avis et les recommandations, il y a eu plusieurs BAP qui ont été faits sur l'éolien, n'ont pas été respectés par le gouvernement, n'ont pas été suivis, dont justement faire des études sur la santé. Alors, est-ce que, bon, au niveau de la division sociale, ça c'est une chose. Ensuite de ça, il y a beaucoup là, d'animosité entre les partis, là, entre les pour et les contre. Nous, on a vécu ça extrêmement difficile. La seule chose qu'il n'y a pas eu, c'est des bagarres. Mais du vandalisme, là, faire sauter ta boîte à mal, faire brûler tes pancartes, faire polluer ton eau, par exemple, tous des trucs comme ça, là, des menaces de mort, toutes sortes de trucs comme ça. Ça, on a vécu ça. Pendant 2 ans, c'était au poste de la Sûreté du Québec, c'était le principal objet de plainte, c'était le projet éolien. Alors ça, c'est dans une communauté, là, c'est extrêmement, là, vraiment, c'est pas ce qu'on veut. Alors, ce qu'on s'aperçoit, là, c'est que c'est la somme de tous ces impacts-là. Là, je ne vous parle pas des chutes de glace, des effets stroboscopiques, des infrasons. Là, je vous parle des choses concrètes qu'on vit là, à tous les jours. Là. Puis, je ne reviendrai jamais assez sur la division sociale, là, qui pour moi est un des plus grands impacts. Puis ça, attendez-vous là, à le vivre, puis vous allez devoir être très fort pour vraiment passer au travers de ça. Puis nous, c'est extrêmement difficile parce que là, on veut en remettre dans notre coin. Alors, c'est extrêmement difficile pour moi de mobiliser à nouveau les gens qui ont été traumatisés pendant cette période-là. Alors, c'est vraiment, là, c'est quelque chose là, que je souhaite à personne. Et surtout pas... Donc, c'est la somme de tous ces impacts-là là, qui rend ces projets-là un milieu habité inopportun. Alors, moi, ce que je dis, là, combien vaut votre tranquillité, combien vaut votre quiétude, la paix sociale, le dynamisme, votre implication citoyenne, combien vaut votre cadre de vie, vos paysages naturels, patrimoniaux. Il y a une chose aussi là, avec les éoliennes, c'est que l'attractivité de votre communauté, de vos communautés, va en prendre un coup. Là. Comment vous allez faire là, pour attirer des nouveaux résidents, pour attirer des nouveaux petits commerces, récréo-touristiques ou agro-touristiques, ou des touristes même? Comment vous allez faire? Les gens ne recherchent pas la proximité des éoliennes. Au contraire, on cherche à fuir ces endroits-là. Alors, c'est la même chose pour vous, là. Quand les éoliennes sont là, nous, on est un peu prisonniers du parc, là. C'est difficile pour nous de vendre, là, à ce moment. Tu sais, il y a un de mes amis, lui, il a mis sa maison en vente, ça a pris 3 ans avant qu'il vende sa maison. Il y en a qui sont partis avant que le projet se réalise, parce qu'ils savaient bien là, qu'ils ne pouvaient pas vivre dans un parc éolien. Il y en a qui sont partis pendant la construction, mais il y en a qui sont partis après. Donc, on nous avait dit au début, là, il y en a, là, vous ne pourrez pas tout rester. On a été francs avec nous. Il y en a que ça ne fera pas leur affaire, vous allez être obligés de vous en aller. On nous a dit ça, là. Nos élus municipaux nous ont dit ça. Il y en a qui vont être obligés de s'en aller. Parce que ça ne cadrera pas avec votre façon de vivre. Donc, combien vaut votre santé? Combien vaut votre sécurité? À combien est-ce que vous évaluez votre vie, votre qualité de vie?
Votre plus grande richesse, là, vous l'avez déjà, la richesse. Là. Eux autres, ils arrivent, ils pensent qu'ils vont vous enrichir. Au contraire, ils vont vous appauvrir. Là, on vous appauvrit, on vous enlève, vous allez perdre des choses, là. Vous allez perdre la qualité de vie, vous allez perdre vos paysages, vous allez perdre des amis, de la famille. C'est ça l'enrichissement. Alors moi, je vous dis, tenez-vous debout. Puis, je me lève debout, là. Je vous le dis, là, comme ça. Là. Merci. Merci. La richesse, vous l'avez déjà, la richesse. C'est vos gens, c'est le dynamisme de vos gens, c'est ça qui est votre vraie richesse. Alors qu'on ne vienne pas vous enlever ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Il y a une question. Oui. Bon, je vais prendre ça parce que lui, il l'avait demandé avant. Dites-vous que les gens entendent la question. Je voudrais savoir, est-ce que la différence de décibels concernant une 200 et une 600, puis en distance, c'est quoi l'impact? Parce que moi, j'entends du bruit, je suis sourd, fait que c'est pas grave comment ça arrive. Ça se peut dur. Oui. Si on me laissait la balayeuse marcher dans la maison, on me fatiguerait pareil à l'ombre. Fait que c'est ça, j'aimerais connaître cet écart-là, les distances par rapport à une première maison, mettons. OK. Bon, moi, je suis à 1 km, OK? Les 2 mégawatts, là, à 1 km, là, on l'entend très, très bien. C'est pas assez. C'est vraiment pas assez. OK? Moi, à 2 km, là, j'ai de la famille qui sont à 2 km. Il y a plein de maisons à 2 km. 2 km, ça va. C'est très endurable. On les entend, là, mais, tu sais, on les perçoit, mais très vivables. 2 km, là, pour des 2 mégawatts. Là, les 6 et les 7, il n'y en a pas au Québec. Je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous répondre. Le nombre de décibels, mais ça, c'est trop un sujet, c'est trop... On peut en parler longtemps, là. Il y a des normes, là, la norme mondiale, mondiale de la santé, tout ça, il y a des normes au Québec, mais on ne parlera pas de ça. Je pense que l'important, c'est l'expérience qu'on a du bruit à 1 et à 2 km pour les 2 mégawatts. Les autres à 6, 7, je peux imaginer que ça devrait être un petit peu plus bruyant, là. Vu que les pales sont presque 2 fois plus longues, puis ils couvrent vraiment beaucoup plus de surface de ce qui est balayé. Là. Alors, Canada a dit il y a 2 mois à Shawinigan qu'à 150 mètres d'une éolienne, c'était 40 décibels. OK. À 150. 40 décibels. C'est l'équivalent d'à peu près un réfrigérateur de maison. 40 décibels, c'est suffisant pour perturber le sommeil. Oui. Ouais. Oui. C'est ça Est-ce que la santé... Tu voulais avoir la réponse qu'ils ont dit, eux, là-bas, Shawinigan, c'est ce qu'ils ont dit. À 150 mètres. Santé publique dit qu'à 40 décibels, tu as une perturbation du sommeil. Je suis d'accord avec moi. Oui. Poser ta question, toi? Oui, dans le fond, je veux savoir, vous nous parlez des impacts que les propriétaires vivent, les propriétaires qui ont des éoliennes sur le terrain. C'est quoi qu'ils vivent, eux autres, comme problématique? Ben, les comme chemins qui pourraient aller à ces éoliennes-là, faire l'entretien, ou ben non, des tranchées de câbles pour relier à un poste de transformation. OK. Ben, les propriétaires qui accueillent des éoliennes, d'abord chez nous, là, ce qui est un peu spécial, c'est que 80% des éoliennes sont dans des endroits où les propriétaires ne vivent pas là. Ne vivent pas là. 80%. Ça va sûrement arriver ici aussi. Non. Conditionnel, pas le futur. Parlez de conditionnel. Est-ce qu'on peut différencier des agriculteurs d'exploitants agricoles? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est des exploitants agricoles pour les éoliennes et pas des agriculteurs? Est-ce qu'on pourra faire ce distinguo vu qu'ils n'habitent pas là? Mais là, je suis pas capable de faire non, ça va. Écoutez, eux, là, ils ne peuvent pas critiquer la compagnie, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont insatisfaits. C'est dans leur contrat. OK? Ils n'ont pas le droit de critiquer la compagnie. Alors, on ne sait pas. Moi, j'ai entendu dire qu'il y en a il y en a quelques-uns qui l'ont regretté d'avoir signé, mais je pense que les autres, c'est sûr qu'ils les entendent moins, les éoliennes, quand le chèque rentre. Là. Quand le 15 000 rentre, bien, ça dérange un petit peu moins. Là. Il y avait un monsieur là-bas qui voulait Oui. une question.
votre expérience, là, vous l'avez vécu au niveau de la faune, y a-t-il eu un gros changement? Je pourrais pas dire, non. Je pourrais pas dire ça, là. Non. On voit des animaux, là. Moi, il y a peut-être les chevreuils, là, que je vois beaucoup moins de chevreuils, là. Il y a beaucoup de dindons sauvages. La Cour d'appel de Nîmes, en France, a exigé récemment la destruction d'un parc éolien parce qu'on a retrouvé au pied du parc 1500 oiseaux, dont un couple d'aigles royaux. Alors, il y a des zones migratoires. Si vous installez une éolienne dans une zone migratoire, c'est un hécatombe. Le promoteur chez vous, est-ce que moi j'ai de la famille dans votre coin, là. OK. Et juste pour vous dire, hier, là, j'ai parlé avec M. Marcoux, qui est un de vos alliés là-bas. Là. Gervais? Gervais Marcoux. Oui. J'ai passé une demi-heure au téléphone avec lui, je connais votre histoire pas mal. OK. Le promoteur, est-ce que je l'avais ici au moment où on a fermé l'hôpital de Saint-Ferdinand? Les gens en voulaient des éoliennes parce que c'était de l'économie qui rentrait pour pallier à la fermeture de l'hôpital. Et là, il y avait une acceptabilité sociale plus grande dans ce cas-là. OK? Est-ce que... Parce que le promoteur, c'est qui? Chez vous, à ce que je pense, ce que j'ai entendu, c'est les MRC. C'est les MRC qui poussaient pour l'avoir. Ici, c'est une compagnie privée. C'est du privé, c'est pas nos autorités MRC qui poussent. Ici, c'est du privé, c'est pas le même contexte. Non, c'est la même chose parce que nous, là, on fait partie du deuxième appel d'offres, mais dans toutes les 4 premiers appels d'offres jusqu'ici, là, c'est tout du privé, c'est toutes des entreprises privées. En majorité, oui. Nous c'est une compagnie espagnole, Enerfin. C'est les 3/4 à 75%, c'est des compagnies étrangères, européennes. Puis c'est des montages financiers extrêmement complexes, là, avec les banques hollandaises, les banques japonaises, les banques allemandes. C'est extrêmement complexe, mais c'est tout dans le privé. L'acceptabilité sociale était plus grande suite à la fermeture de C'est sûr qu'ils se servaient de cet argument-là pour faire valoir, là, on va créer de l'emploi, ça va pallier à la fermeture de l'hôpital. Mais ça ne crée pas d'emploi. Ça a créé 3 emplois. OK? Ça a créé 3 emplois, puis ça crée aucune activité économique. 0. Il n'y a aucune activité économique qui va avec les éoliennes. Alors ça, c'est su, c'est connu, tout le monde est d'accord avec ça. C'est seulement les redevances qu'on verse aux municipalités. Alors nous, ce qu'on dit, c'est 2 kilomètres que ça prend. Ce qu'on disait, on le dit toujours d'ailleurs. Et puis, je vais laisser quelques documents là, à vos leaders, là. Et puis, ils pourront vous communiquer d'autres informations. Ce qu'on dit, là, on n'est pas contre les éoliennes, là. Ça peut être une énergie là, positive, alternative, dans certains cas, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe où, pas n'importe comment, comme ça se fait présentement. C'est encore le chaos, là. Pour moi, là, c'est vraiment le chaos. Alors, mettez-les donc, là, où il y a déjà des parcs qui fonctionnent là, en Gaspésie dans les territoires non organisés. La seigneurie de Beaupré, juste avant Charlevoix, il y a des éoliennes. C'est sûr que c'est plate là, parce que c'est sur les crêtes de parcs finalement, mais il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de gens qui sont incommodés par les éoliennes. Alors on pourrait faire la même chose, on en met à Appuyat, là, on fait un gros projet à Appuyat de 200 mégawatts. Là. Appuyat, c'est sur la côte nord. Alors, on pourrait en mettre d'autres là-bas à Manic, on pourrait en mettre à la baie James, on pourrait longer les lignes de transmission là, de 735 kilovolts, je ne sais pas trop comment, faire des parcs là-bas, puis ça ne prendrait pas tant de place que ça, au lieu de les disperser partout ici au Québec, puis de rendre tous les gens malheureux des communautés qui se tiraillent, qui se battent ensemble. Alors, ça serait facile de le faire. Ça a même déjà été proposé. Je vais laisser les documents avec vos personnes, là. Et vous allez voir qu'on se demande qu'est-ce qui se passe là avec les gouvernements. Ce qui se passe, c'est que les lobbies éoliens sont extrêmement puissants et puis qu'ils s'accaparent là, vos élus municipaux. Les MRC aussi, ils leur font miroiter mer et monde, là, alors que c'est pas ça que les gens veulent. Les gens veulent une qualité de vie. Ils veulent un milieu de vie agréable. C'est ça qu'ils veulent laisser à leurs enfants. C'est cet héritage-là. C'est pas le 5 de piastres, là. Bravo!
avec M. Langelier. Ça va être la On va dernière d'autres question. On va arrêter les questions parce que sinon ça va s'étirer vraiment. À la fin, on reprendra des questions si on a le temps. J'ai assisté à la présentation de TES. Oui. Il parlait de 25 000 vers l'éolienne, etc., etc., etc. Vous avez parlé combien vaut la santé, etc., oui. Est-ce que vous demeurez à 1 kilomètre d'une éolienne? Est-ce que vous recevez Très bonne question. des redevances? OK, oui. Dernière question. OK, oui. On est les seuls au Québec qui recevons. On n'a pas de contrat avec éolienne, avec le promoteur, avec personne. On est des riverains. Il y a évidemment ceux qui ont des éoliennes sur leur terrain, ils ont, je ne sais pas, 12, 15, 16 000. Nous, là, ils nous ont offert, parce il y avait beaucoup d'opposition au tout début. Alors, ils ont dit, on va essayer de faire taire l'opposition, on va leur offrir un petit quelque chose. Un petit 500$ par année qu'on nous donne. On est les seuls au Québec. OK? Ici, c'est 25 000. Oui, en tout cas, attention, là. C'est pas 25 000. C'est 25 000 pour tous les voisins. Ouais. Après, 25 000 pour le propriétaire, puis 25 000 pour la municipalité. Alors, ce sera à vous, là, de calculer l'offre qu'on va vous faire. Ce sera à vous de choisir. Mais c'est extrêmement important, là, c'est vraiment au niveau de vos élus. C'est vraiment là qu'eux, ils ont le pouvoir décisionnel. C'est sûr que le pouvoir décisionnel, ça devrait appartenir aux gens, en première instance. OK? C'est pour ça qu'on parle de consultation publique, c'est pour ça qu'on parle de référendum. OK? Alors, tout ça devra entrer en ligne de compte dans ce casse-tête-là. C'est le mot, c'est le casse-tête. Donc, il y aura des choix à faire, là. Il y aura des choix. Pour moi, le choix est clair, là. Le choix est clair. Il n'y a pas l'argent qui va acheter ma qualité de vie, là. Il n'y a pas... Alors, je vous remercie de votre attention. On va passer à M. Angelier. Oui. Puis, il n'y a pas peur. OK. J'avais préparé un PowerPoint pour vous. On va s'en passer. Alors, je m'appelle Richard E. Langelier. Je suis docteur en droit et sociologue. Et à un moment donné, moi, dans mon expérience, j'ai travaillé au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal et j'ai travaillé dans la commission Nicolette sur le Grand Verglas. Je suis l'auteur du rapport de la commission Nicolette, le volet juridique. Et dans ce volet juridique-là, j'ai dû me familiariser avec l'ensemble de la législation et de la réglementation municipale. Alors, ce que je viens vous présenter ce soir, c'est un règlement municipal pour tenter, non pas d'interdire les éoliennes, mais pour tenter d'éviter la division sociale qui en résulte inévitablement. Ce qu'on a vu à Saint-Ferdinand d'Halifax, c'est ce que j'ai vu à Nicolette, ce que j'ai vu à peu près partout dans tous les territoires habités où on tente d'installer des éoliennes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de règlement municipal? Bien, écoutez, dans une communauté, il va y avoir des gens qui vont être pour, il va y avoir des gens qui vont être contre. L'idée, c'est comment on fait pour atteindre l'acceptabilité sociale, cette fameuse norme abstraite que personne n'est capable de définir. En fait, l'acceptabilité sociale, c'est comme l'intérêt public. L'intérêt public, vous allez voir ça dans à peu près toutes les législations du Québec. Mais vous ne verrez jamais une seule définition de ce qu'est l'intérêt public, parce que c'est ce qu'on appelle en droit une notion ouverte à l'interprétation contradictoire des acteurs sociaux. Chacun a sa définition de l'acceptabilité sociale, mais avec le temps, dans la lutte, par exemple, de la petite municipalité de Restigouche contre ce qu'on voulait faire, un puits de gaz de schiste pour polluer son eau potable, bien, le tribunal, le juge Tremblay, a commencé à définir ce qu'on peut appeler l'acceptabilité sociale. Non pas dans sa théorisation, mais comment on fait dans une communauté pour faire en sorte que ça ne devienne pas une chicane perpétuelle, des engueulades, des réunions de conseils municipaux où les gens veulent s'arracher la tête les uns les autres. C'est ça qu'on vit actuellement dans le centre du Québec avec tous ces projets d'éoliennes-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le règlement? Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible.
Puis là, vous allez comprendre que c'est un petit peu abstrait parce que vous n'avez pas le texte devant vous que normalement vous auriez eu. Bon. Alors, il y a une série d'attendus. Alors, les attendus, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a toutes les dispositions législatives qui permettent à une municipalité d'intervenir en matière d'environnement, d'interdire un certain nombre d'activités, de faire en sorte que les décisions qui sont prises soient faites par les élus. Parce que là, le programme qui existe ici, puis qui existe au centre du Québec, c'est qu'un petit nombre de cultivateurs, avec un plus petit nombre encore de promoteurs, définissent le paysage de la région sans que les élus locaux, sans que nos municipalités aient quoi que ce soit à dire. C'est ça la réalité concrète. Oui, bien sûr, la municipalité à la fin doit dire oui ou non, en tout cas dans le centre du Québec. Dans votre cas, c'est des règles un peu différentes puisqu'il s'agit d'une affaire privée. Donc, les attendus énumèrent l'ensemble des dispositions qui vous permettent d'agir. Vous allez voir tantôt, on veut qu'un entrepreneur qui agit dans une municipalité soit tenu de mettre une sûreté de 10 millions de dollars. Pourquoi? Parce que comment pensez-vous que des méga machines qui sont plus hautes que la place Ville-Marie, si vous voulez un point de comparaison, là, la place Ville-Marie, c'est 184 mètres. Et les éoliennes, c'est 205 mètres minimum. Alors, c'est comme si vous alliez construire dans votre territoire, dans votre région, 140 places Ville-Marie. La place Ville-Marie, c'est le plus haut building de Montréal. Je peux le dire. Alors donc, il faut qu'il y ait des dispositions dans les lois qui permettent à une municipalité, à une communauté locale, de se protéger. Oui, on veut éventuellement travailler dans la transition énergétique. Oui, on n'est pas absolument contre le fait de créer de l'énergie sur les territoires locaux, parce que rappelez-vous que dans la loi sur les compétences municipales, la production d'énergie est une compétence qui relève strictement des municipalités locales. Alors, cette compétence-là vous permet d'agir. Donc, introduction, si vous voulez, où il y a l'ensemble de ces dispositions-là. Premier article, là, ce qu'on veut, c'est d'intégrer les dispositions en question, les attendus, les considérants, dans le règlement. Pourquoi? Bien, s'il y a une contestation, puis qu'un juge s'interroge sur qu'est-ce qu'il voulait, cette municipalité-là, bien, il voulait ce qu'il y a dans les attendus, les considérants, et qui ont été intégrés dans le règlement par l'article 1. Article 2, ça dit, bien là, chaque disposition qu'il y a dans le règlement sont adoptées disposition par disposition, section par section, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa. Pourquoi? Bien, encore une fois, s'il y avait une contestation puis qu'un juge arrivait à la conclusion que la disposition est défectueuse, ça serait cette disposition qui serait déclarée ultra vires et non l'ensemble de votre réglementation. Alors, ça, c'est deux dispositions assez standards qu'on trouve dans à peu près tous les règlements municipaux. Troisième article, là, il s'agit de l'éthique des élus. Pourquoi l'éthique des élus? Parce que ça soulève de très, très sérieux problèmes avec les éoliennes. On a vu dans deux municipalités, Arthabasca et Nicolette-Yamaska, les promoteurs cibler des conseillers ou conseillères municipales, parce qu'une fois qu'ils ont signé, évidemment, ils deviennent des promoteurs du projet. Mais qu'est-ce qui arrive avec la municipalité? La municipalité devient non fonctionnelle et c'est la MRC qui doit prendre la décision à sa place. Donc, un article très clair qui dit un conseiller municipal ne signe pas avec un promoteur parce que, pourquoi? Bien, on veut, quand les citoyens d'une municipalité veulent savoir, avec l'élu qui est devant eux, est-ce qu'il représente ses intérêts ou il représente les intérêts collectifs? Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, une municipalité qui veut faire les choses convenablement interdit. C'est simple, tu te soumets ou tu te démets. C'est la règle qui est telle qu'elle existe en France. Quatrième disposition. Là, maintenant, avant de faire de la prospection dans les rangs, ben, vous allez obtenir une autorisation de la municipalité. Pourquoi?
Parce que peut-être que la municipalité, puis on le verra plus loin, il y a d'autres dispositions, la municipalité n'est pas une portion congrue dans ce débat-là. C'est la municipalité qui est au cœur de nos vies communautaires et il faut donc s'assurer que la municipalité garde la main haute sur ce qui va se passer sur son territoire. Alors, donc, obtenir une autorisation et pour obtenir cette autorisation-là, avoir effectivement la bande là, de 10 millions de dollars pour s'assurer que, vous savez, là, quand on va promener dans nos rangs des machines de ce poids-là, qu'est-ce qui va se passer? Tous les chemins vont être abîmés, vont être détruits. C'est ça qui va se passer, là. On ne peut pas éviter ça. Alors donc, il faut que la municipalité ait en main des outils. Le premier de ces outils-là, c'est tu ne vas pas voir notre monde sans obtenir d'abord l'autorisation des élus municipaux. Et en conséquence, un autre article dit, oui, là, tu vas signer un formulaire et tu vas nous dire exactement ce que tu veux faire, où tu veux aller. Parce qu'à la limite, peut-être qu'une communauté peut accepter des éoliennes si elle a géolocalisé son territoire, elle a trouvé des endroits où il n'y aurait pas de contraintes agronomiques, ça n'aurait pas d'impact négatif sur la valeur des terres, sur la productivité agricole, sur le rendement laitier, parce qu'il y a certaines études qui laissent entendre qu'il pourrait y avoir une baisse de rendement laitier pour les fermes qui sont situées près des éoliennes. Ce n'est pas démontré de façon large scientifiquement, mais on a un certain nombre d'indices qui nous le montrent. Donc, on obtient un permis, on remplit un formulaire. Mais plus que ça, là, on va s'assurer qu'on va signer un contrat dans lequel le promoteur s'engage à réparer, à remettre en état tout tort ou tout préjudice, dommage qui aurait pu causer à la municipalité. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, un autre article qui le prévoit, il faut que l'entrepreneur mette sur la table un projet de partage, parce que autrement, il y en a certains qui ont les avantages, puis tous les autres ont les inconvénients. Non, non, non. Ça, c'est la meilleure façon de diviser une communauté. Si on ne veut pas qu'elle soit divisée, à ce moment-là, il faut agir en conséquence et donc s'assurer d'avoir un plan de partage des avantages et des inconvénients pour l'ensemble de la communauté. Alors ça, c'est un point très important. Maintenant, oui, on va demander des choses aux promoteurs, oui, on va exiger d'eux autres, mais en même temps, il faudrait que nos élus municipaux mettent la main à la pâte. Comment? D'abord, en fournissant aux citoyens, aux résidents, une information de qualité crédible, compréhensible pour tout le monde. Parce qu'effectivement, il y a tellement de notions, de problèmes techniques, d'informations qui n'est pas correcte, qui est une information intéressée. C'est souvent, vous savez comment procèdent des promoteurs? Ils font des petites rencontres, là. Ils font des petites rencontres, puis là, vous vous promenez d'un kiosque à l'autre, puis là, vous avez une douzaine de menteurs qui vous racontent tout ce que vous voulez entendre. Alors, et ça, ce que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat public. Il n'y en a pas de débat public, là. Vous allez chercher petit à petit, chacun d'entre vous, l'information, si tant est qu'elle est crédible, mais au bout de la ligne, est-ce qu'on a fait un débat dans la communauté? Non, on n'a pas fait ça. On s'est fait imposer, la municipalité s'est laissée imposer ces conditions-là. Donc, première obligation, les élus municipaux doivent s'assurer de transmettre à leur communauté des informations crédibles. Puis, vous allez le voir avec Jenny tantôt, il y a des comités de citoyens qui ont organisé le 28 octobre dans Nicolette-Yamaska un débat où il y avait des scientifiques de très haut niveau qui sont venus d'informer la population. Mais ça, c'est le rôle des élus. Alors, d'une part, informer. D'autre part, consulter. Parce qu'il faut mettre en place un grand processus de consultation et dans le règlement, là, je donne un certain nombre de critères qui fait en sorte que les citoyens ne se font pas mettre devant la face un projet une fois qu'il est complété. Ils doivent participer à l'élaboration du projet à toutes ces étapes pour pouvoir dire à chaque fois « non, ça on n'en veut pas, non, ça on n'en veut pas, OK, ça c'est correct ».
Vous voyez, il faut que les élus, quels qu'ils soient, à mon point de vue, n'ont pas à eux seuls, ne représentent pas à eux seuls toute la légitimité démocratique, surtout quand il s'agit de modifier le paysage et les conditions de vie de l'ensemble d'une population. Donc, obligation d'information, obligation de consultation, puis comment on va l'établir, la fameuse acceptabilité sociale? Bien, à la fin, on fait un référendum qui s'inspire de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, mais qui n'est pas besoin de suivre à la lettre. Il n'y a pas l'ouverture d'un registre, c'est toute cette procédure juridique compliquée. Le conseil municipal organise un référendum, puis vous savez, un référendum, on répond par oui ou par non. Hein, on l'a fait à quelques reprises dans notre histoire. Alors, c'est ça. On pose une question claire, simple aux gens, et le conseil municipal demeure lié par les conditions, par le résultat du vote. Ensuite, dans le règlement, il y a évidemment les sanctions. Hein? Dans les règlements municipaux, il y a des sanctions. Alors, vous verrez que les montants qui sont prévus ne sont pas des montants très importants parce que le Code municipal ou la loi des cités et villes, ici c'est le Code municipal, limite la capacité des municipalités d'imposer des amendes. Mais, moi, j'ai trouvé, en plus des amendes, il y a aussi évidemment des procédures auxquelles s'expose le promoteur, une demande d'injonction, d'autres mesures juridiques qui peuvent être prises. Mais il y a un autre élément qui est aussi très important, c'est qu'il y a une disposition qui dit qu'une municipalité ne peut pas conclure d'entente avec un promoteur qui n'a pas respecté les dispositions du règlement, en particulier d'obtenir l'avis de la municipalité avant de commencer son maraudage dans les endroits. Dans les obligations qui sont données aussi aux élus, bien, pourquoi regarder juste un projet? Est-ce qu'on ne peut pas, à l'échelle d'une communauté, examiner, décider ensemble comment il serait possible de participer à la transition énergétique? Est-ce que ça passe par des éoliennes sur les granges? Est-ce que ça passe par la réduction des pertes de chaleur un peu partout dans les maisons? Projet qui, soit dit en passant, pourrait rapporter 30 mégawatts. Donc, c'est une grande partie de ce qu'a besoin M. Fitzgibbon. Alors donc, il y aurait d'autres façons de contribuer à la transition énergétique. Est-ce que ce n'est pas à chaque communauté de décider de sa façon à elle, en fonction de son territoire, etc. Une autre obligation à la municipalité, c'est de géolocaliser son territoire. Autrement dit, il faut essayer de voir si on installe, par exemple, des éoliennes, à quel endroit est-ce que ça serait le moins dommageable pour l'agriculture, à quel endroit, s'il en existe, parce que peut-être qu'il n'en existe pas, mais des endroits qui n'auraient pas de contraintes parce que c'est dans le fin fond d'un rang où il n'y a pas d'habitation, où il n'y a à peu près pas d'agriculture. Peut-être qu'une communauté pourrait décider de faire un parc éolien là. Mais pour ça, il faut d'abord qu'elle ait réfléchi par elle-même et non que le promoteur ait dit « on va mettre ça là, 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 puis fermez-vous, signez en bas, c'est réglé ». Hein? Alors, il faut examiner ça. On n'est pas contre le fait de faire des éoliennes ou de participer de quelque façon que ce soit. La MRC Pierre de Sorel, dans la région de Sorel, dans son mémoire récent, c'est ce qu'elle a suggéré au gouvernement, de permettre aux MRC, aux municipalités, de trouver leur chemin vers la transition énergétique, leur chemin pour participer à la production d'électricité sur leur territoire. Alors, donc, pour l'essentiel, je vous ai résumé ça très, très rapidement, c'est le contenu de ce règlement municipal-là. Écoutez, il faut que nos élus se lèvent debout, il faut que nos élus disent « OK, il y a un projet sur la table, on va le regarder, mais on ne regardera pas que celui-là. » Parce que de quelle façon peut-on le mieux contribuer? Examinons notre territoire, géolocalisons-le, examinons à quel endroit on pourrait faire ça, puis de toute façon, on pourra trouver des façons de partager les ressources et les revenus qui vont découler de ça. Alors, c'est un appel au courage et à la mobilisation des élus. Là, actuellement, le gouvernement Legault, en fait, a trouvé une façon, un peu comme Maurice Duplessis à l'époque, lui, ça a des bouts d'asphalte, hein, mais là, les municipalités ont demandé au gouvernement 2 milliards
pour faire face au changement climatique et à l'inflation qui obère passablement les budgets municipaux avec des augmentations de taxes foncières qui parfois sont dures à avaler. Évidemment, celui qui a donné la réduction d'impôts à tout le monde, lui, obtient la médaille, puis les autres, de l'autre côté, les municipalités locales qui, à cause qu'ils n'ont pas eu le soutien requis, sont obligés d'augmenter les taxes foncières, bien, c'est eux autres qu'on blâme. Alors, le gouvernement Legault, plutôt que de financer adéquatement nos municipalités, leur dit, vous voulez de l'argent? Investissez. Alors, on est en train de transformer nos MRC en investisseurs. Dans Arthabasca, qui ont accepté le projet, l'investissement qu'il faut qu'ils fassent, c'est 93 millions de dollars. Et le gouvernement, dans la loi sur les compétences municipales, a une disposition qui lui permet d'exiger qu'une MRC qui s'est engagée dans ce projet-là se porte garant de la fiabilité, de la rentabilité du projet. Alors, vous voyez un peu là ce qui est en train de se passer. On est en train d'assujettir les municipalités. On est tout en déclarant que les municipalités, c'est le gouvernement de proximité, puis tatata. Dans la réalité, là, on est en train de les attacher au bout d'une laisse. C'est ça qui est en train de se passer. Alors, ça va prendre du courage, mais les municipalités ont des compétences qui leur permettent d'aller dans ce sens-là. Je vous remercie. Oui, Question monsieur. là-bas. Dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a une disposition qui permet aux MRC, lorsqu'ils voient arriver quelque chose sur leur territoire qu'ils n'avaient pas prévu dans le règlement de zonage, qu'ils n'avaient pas prévu dans le schéma d'aménagement, alors là, ils peuvent adopter ce qu'on appelle un règlement de contrôle intérimaire qui vise à figer la situation, à empêcher un développement que vous ne voulez pas. Il y a une compagnie qui arrive ici qui dit « Ouais, moi j'ai des déchets atomiques, j'aimerais ça nucléaire, j'aimerais ça enfouir ça. J'ai trouvé une petite clairière là-bas, ça ne paraîtra pas pendant tout, on va être prêt. » OK? Là, la MRC peut adopter un règlement de contrôle intérimaire. Le problème, c'est qu'actuellement, les municipalités, là, c'est moins dans votre projet à vous, qui est un projet privé, mais dans les autres MRC, bien là, le projet, en fait, il y a une façon très simple, parce qu'Hydro-Québec a dit « J'ai besoin de la signature du conseil municipal, de la municipalité, pour accepter un projet. » Alors, pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils le règlement de contrôle intérimaire? Parce que généralement, dans le règlement de contrôle intérimaire, on retrouve les distances séparatrices entre les éoliennes et les résidences, et ces distances séparatrices sont infiniment trop courtes. Dans le règlement que moi j'ai soumis, c'est 2 km. Pourquoi 2 km? Parce que d'une part, dans certaines MRC, ça existe. D'autre part, chez nos voisins américains, au Vermont, c'est la règle. C'est la règle dans un certain nombre de pays européens. Alors donc, le règlement de contrôle intérimaire est souvent utilisé à des fins un peu étonnantes, là. Parce qu'au fond, la MRC, parce que là, les MRC disent « Non, 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 on n'a pas pris de décision, non, non, ne vous inquiétez pas, non, non, non. » Mais ça fait 6 mois qu'ils travaillent avec les promoteurs, mais ils ne nous le disent pas, ça. Alors là, ils en profitent pour imposer un règlement de contrôle intérimaire. Pourquoi? Mais parce que dans les MRC, il n'y a pas de référendum. Il n'y en a pas. Alors que dans une municipalité locale, quand vous adoptez votre règlement de zonage ou que vous faites un emprunt, vous êtes obligé éventuellement, si les citoyens le demandent, d'ouvrir un registre, et si le nombre le justifie, de faire un référendum. Alors, le règlement de contrôle intérimaire est utilisé à des fins inappropriées, inadéquates, qui visent à détourner la loi dans un sens, parce que là, quand la MRC sent
que ça ne passera pas son affaire dans les municipalités locales. Elle a dit OK, on va m'occuper de ça, moi. Alors donc, ils adoptent un règlement de contrôle intérimaire, puis ainsi fixent les distances séparatrices. Puis après ça, si la municipalité ne va pas de l'avant pour en établir un règlement de zonage plus sévère, ce qu'elle a le droit de faire, ne vous laissez jamais dire que une municipalité ne peut pas être plus sévère que le règlement de contrôle intérimaire. Alors, si elle est simplement plus sévère, mais je vais vous expliquer très brièvement pourquoi. Bien, parce que supposons que la MRC dit 800 mètres des maisons et que votre règlement municipal dit 2 km des maisons. Alors, il n'y a pas de violation du règlement de la MRC. Le citoyen qui respecte le règlement municipal, est-ce qu'il viole le règlement MRC? Non. Il est simplement plus sévère. Alors, ne vous laissez pas raconter n'importe quoi. Mais donc, l'usage du RCI, le règlement de contrôle intérimaire, il faut voir dans quel contexte. Moi, je n'ai pas analysé la situation concrète dans votre territoire. Je ne peux pas vous dire si ça a été mal fait ou si ça a été bien fait. Mais ça sert normalement à ça, mais ça peut être dévié pour faire autre chose. Monsieur Langelier, à Saint-Maurice, à la réunion du conseil municipal du mois de janvier, j'ai réuni 40 personnes. La grande majorité en défaveur des éoliennes. Il y a une dame qui est ici qui a demandé, Monsieur le maire, comment vous mesurez l'acceptabilité sociale? Ah ben, si les gens en veulent, on va en avoir. S'ils n'en veulent pas, ils n'auront pas. Bon, donc, c'est un référendum, monsieur le maire, ça va prendre... Non! Même si on fait un référendum, là, puis que les gens sont en désaccord pour les éoliennes, le gouvernement va nous l'imposer. C'est ça qu'on s'est fait dire. C'est ce qu'on se fait dire. C'est ça qu'on se fait dire. Hier, à la les gens de rencontre. Saint-Maurice qui sont ici, qui vont témoigner de ce que vous êtes en train de dire. Non, je Les gens de Saint-Maurice, vous allez venir à la prochaine excusez. réunion du conseil municipal. Hier, on était à la rencontre des élus de Mekinac, donc tous les maires de Mekinac étaient là, et puis c'est ce qu'on a demandé. Et puis tout le long de la soirée, ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun pouvoir, puis qu'eux autres, ils ne pouvaient pas rien faire là-dedans. La MRC, ni les municipalités, ils nous répétaient sans arrêt, il y a des gens qui étaient ici, là, ils nous répétaient qu'ils n'avaient pas le pouvoir de faire ça. En fait, ils ont peur des poursuites. C'est pas mon temps. Ben, il y en a des élus, mais c'est à eux de se déclarer. C'est les citoyens aussi. Il y a des citoyens. Non, mais Je pense qu'ils l'entendent. Mais actuellement, la situation de plusieurs municipalités est devenue dramatique à cause des coûts liés au changement climatique, les ponts qu'il faut refaire, les routes qu'il faut refaire, l'inflation, parce que quand un entrepreneur signe avec une municipalité, généralement, il pèse assez lourd sur le crayon. Donc, les municipalités ont été menées dans une situation d'appauvrissement, d'assujettissement, et là, ben, ils sont bien placés. Là, ils deviennent très sensibles à dire on va se faire poursuivre. Se faire poursuivre pourquoi? Vous êtes dans votre compétence. Vous êtes dans votre compétence. Vous êtes chez vous. Alors, il n'y a pas de poursuite possible. Bien sûr, il y a des poursuites possibles. À chaque fois que vous adoptez un règlement, il peut y avoir un épais qui veut le contester. Regardez juste l'histoire des chevreuils à Longueuil. Ça nous donne une bonne idée. J'avais une autre question, s'il vous plaît. À soir, tout le monde a signé une pétition, là, que c'était un moratoire. C'est valable, ça, selon vous? Ben, comment vous pensez ça? Bien, une municipalité parle d'abord par sa réglementation. Un moratoire, ça exprime politiquement l'avis de la population, mais ce n'est pas contraignable sur le plan juridique. Alors, il n'y a pas de contrainte. Vous auriez beau adopter un moratoire, si la compagnie arrive ici avec un permis provincial, puis dans le but de faire son affaire, ils vont se foutre complètement de l'existence du moratoire, ou ils vont dire que les gens ont été manipulés, que ça ne représente pas véritablement l'opinion des gens. Il va y avoir des éléments comme ça qu'on va vous sortir, là. Alors, oui, une pétition pour un moratoire, c'est de dire à nos élus, « Wow, vous allez trop vite, là. Nous autres, on veut prendre le temps d'examiner objectivement qu'est-ce que ça va faire comme bruit, qu'est-ce que ça va faire sur la faune, qu'est-ce que ça va faire, tous les impacts dont vous a parlé Claude précédemment. Bien, il faut qu'on ait une idée claire de ça avant de s'engager dans un projet de fou. Il me semble que c'est la moindre des choses. Alors donc, oui, le moratoire, oui, mais
vaudrait mieux à la municipalité qui le souhaite adopter un règlement qui dit pas non, mais qui donne un processus dans lequel les partis doivent s'engager, faire l'analyse, faire l'enquête, examiner les pour, les contre, puis in fine, à la fin, faire un référendum puis décider si on y va ou si on y va pas. Ça, c'est ça l'acceptabilité sociale, à mon avis. Pour les gouvernements en général, si un conseil municipal ou un MRC dit oui, OK, on a l'acceptabilité sociale. C'est malheureusement pas aussi simple que ça quand on veut modifier toute la vie d'une communauté, tout son paysage, etc. J'aimerais rajouter des éléments pour répondre à la question qui vient d'être apportée. Vous êtes dans une situation, effectivement, où est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de pression, les lobbies du gaz. J'ai lu le livre d'une ancienne ministre des Ressources naturelles. Elle dit c'est le lobby du gaz, il ne faut pas se leurrer. C'est très, très, très gros au Québec. Et ça a été prouvé maintes fois comment est-ce qu'ils dirigent les affaires. Fait que c'est sûr qu'on se bat contre quelque chose de super gros. Mais la force de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a 20 MRC au Québec que les projets éoliens arrivent comme ça, puis ils travaillent tous de la même façon, puis les gens se sentent tout le temps pressés. Les élus ne savent pas à quoi ils font face, ils n'ont pas le temps de gérer ça. Puis ils divisent, diviser pour mieux régner, ils vont faire signer les contrats. Donc, on est 20 au moins MRC au Québec qui vivent ça. Et là, les gens sont prêts à se soulever pour que collectivement, on fasse changer quelque chose. Et l'histoire que Normand vous a amenée, puis les autres conférenciers qu'on entendait moyen, là, sur la privatisation d'Hydro-Québec, il y a beaucoup de gens inquiets au Québec en ce moment. Et c'est au niveau municipal qu'on a le pouvoir de changer quelque chose. Si toutes les municipalités ont le courage de bloquer en ce moment ces projets-là, M. Langelier disait, si on bloque les projets, là, la grosse peur, c'est de ne pas avoir d'argent pour nos égouts, puis ceci, puis cela, parce qu'on est appauvri. Mais moi, j'ai voyagé à travers le monde, puis je peux vous dire qu'on est une des places où on vit le mieux, là. Si les égouts attendent encore 3, 4 ans, 5 ans, un nouveau gouvernement, on ne va pas mourir ici. On est capable de pas se faire acheter comme on est en train de se faire acheter, puis de se laisser là pour un petit pain, là, puis de se dire non, on bloque ces projets-là parce qu'on en veut des bons projets qui ne vont pas diviser toute la population. Et les élus en place, ils vont avoir le courage de ne pas avoir peur des poursuites si vous êtes derrière eux. Ça, c'est une ministre aussi qui me l'a dit. Nous, elle était toute seule à se battre pour que des projets environnementaux passent puis que d'autres affaires qui n'ont pas d'allure ne passent pas, OK? Mais si elle avait plein de monde dans les manifestations puis elle avait plein de monde derrière elle, elle pouvait le faire parce qu'après ça, les autres avaient l'air bien caves de la bloquer dans ses projets. Fait que vous avez besoin d'être là. C'est fatigant d'aller au conseil municipal à tous les mois, puis à tous les mois au conseil des maires, mais il faut que vous soyez là, derrière vos élus, puis que vous continuez de leur dire, puis de leur répéter, puis de leur répéter. Je fais ça depuis le mois de mars, OK? Je le sais. Il faut juste être là, puis répéter encore et encore c'est quoi qui est important pour nous autres, puis qu'on soit plusieurs, puis qu'on s'alterne aussi, qu'ils ne voient pas toujours les mêmes faces poser les questions. Il faut que vous soyez là pour que les gens qui se posent des questions, puis les élus qui veulent vraiment passer le bien commun avant l'argent, aient le courage de dire, nos égouts attendront. Je veux dire, c'est trop gros ce qui est en train de se passer. On ne va pas dire oui tout de suite, de même, rapidement. Quand on a des gros investissements à faire sur une maison où il faut changer de région pour un travail, là, on réfléchit tout ça sur une soirée, tu sais. On en parle à plein de monde. On prend le temps de faire les gros changements dans notre vie. Là, c'est des gros changements qu'on a à faire au Québec pour décarboner, pour changer la transition écologique. C'est vrai que c'est urgent, mais il faut le faire comme il faut. Fait qu'il faut prendre le temps, puis c'est pas l'industrie en haut, c'est pas le monde à l'élite de décider comment ça va se faire, parce que ça peut juste bien se faire si on est tous volontaires puis qu'on embarque avec eux autres. Fait que là, c'est le temps de dire au monde qui nous dirige que ça passe pas, puis que le projet, on va les faire avec eux autres, puis qu'ils vont nous consulter, puis ils n'auront pas le choix. Fait que moi, c'est ça que je voulais dire. TES, en fait, va faire comme Bruno le disait tantôt, de l'hydrolyse pour être capable de générer de l'hydrogène avec une grosse perte d'énergie pour générer par la suite du gaz naturel renouvelable avec une bonne perte d'énergie. On prétend qu'une composante d'hydrogène va servir à décarboner le transport, ce qui est très, 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 très douteux.
parce que toute l'infrastructure de distribution actuellement de l'hydrogène n'est pas en place. Il y a toutes sortes de problèmes techniques qui sont non résolus. Et ça, c'est l'aspect décarbonation, qui est une faible portion de la quantité d'hydrogène qui va être utilisée. La balance, elle s'en va où? Elle s'en va dans les tuyaux d'énergie. Qui sait énergie? Je pense pas que je vais avoir besoin de mon portable. En tout cas, si je bafoue un moment donné, je vais reprendre. Conditionnel et non pas au futur. Oui. Parler au conditionnel. Oui. OK. Donc, énergir, c'est quoi? Lorsque René Lévesque a nationalisé l'hydroélectricité, en fait, il n'a pas nationalisé l'hydroélectricité. Il a nationalisé des Power Corporations, des compagnies qui géraient tant le gaz que l'électricité. On a nationalisé ça, puis là, je vais très vite, je pourrais aller dans le détail, là. On a nationalisé ça, puis à un moment donné, certaines personnes plus âgées, avec Duplessis, se rappellent probablement du scandale du gaz, qui a dégommé, en fait, le gouvernement Duplessis en place à cause de corruption. Et on a privatisé les composantes, les actifs gaziers, en créant une corporation du gaz du Québec, qui a changé de nom pour s'appeler Gaz Métro, qui a changé de nom pour s'appeler Gaz Métropolitain, non, Métropolitain, Métro, et par la suite, c'est devenu Énergie, qui est en fait un monopole privé de distribution du gaz au Québec. Donc, c'est cette entreprise-là, actuellement, et là, on est en train de faire des recherches. Mais si vous allez voir l'historique de Power Corporation, vous allez voir que Power Corporation avait... Parce qu'une des premières compagnies, des premiers trusts gaziers qu'Hydro-Québec a nationalisé, c'est Shawinigan Light and Water. C'est ça? Parce qu'on a besoin de c'est Light and Water. Bon, peu importe. J'ai pas mes notes. J'ai une bonne excuse. Donc, René Lévesque, quand il est arrivé, il était dans la deuxième phase de nationalisation et il a nationalisé cette entreprise privée-là. La raison pour laquelle René Lévesque et le gouvernement Lesage ont gagné son élection référendaire sur la nationalisation, c'était pour retirer le pouvoir des mains des trusts énergétiques. Donc, il y avait des compagnies privées qui appartenaient en partie à des Américains, en partie à des gens du Canada, et qui faisaient de l'argent en abusant des tarifs d'électricité, puis en refusant d'aller électrifier les régions éloignées parce que ce n'était pas assez rentable. C'est la raison pour laquelle on a aboli ces trusts privés-là. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais avec Madame France Desmarais-Chrétien, qui est à la tête de TES, et dont on doute pas mal qu'il y avait des intérêts, eux, à l'intérieur de Shawinigan Light and Water. C'est ça? Water and Power, je ne suis pas trop sûr. Anyway, ce qui est arrivé, c'est que là, ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est un effort pour revenir à des trusts privés. Et là, ce que M. Finet expliquait, en fait, c'est que les entreprises ne se contentent pas d'avoir le droit d'autoproduire. Écoutez-moi bien, on parle d'autoproduction. Avec des éoliennes, on parlait de 600 pieds de haut, sur un territoire d'environ 400 km² qui couvre tous les villages du projet TES. Donc, ça va nécessiter quoi? Ça va nécessiter des lignes d'approvisionnement. Mais ils ne se contentent pas de ça. Ils demandent le droit de partager l'électricité qu'ils vont produire avec les voisins. Puis là, M. Finet en parlait, les voisins, c'est supposé être à côté, là. Et là, sur un territoire de 400 km², les entreprises voisines, c'est à peu près n'importe où sur ce territoire-là. Ça veut dire qu'ils s'arrogent le droit maintenant
non seulement de s'approvisionner, mais de fournir avec des contrats une foule d'entreprises. On est en train de voir, on va voir se développer une coquille, en fait, un nouveau réseau de distribution privé parallèle. Et c'est ça qui est indisposant pour la majorité des gens, parce que, comme on le disait, c'est Jean-Pierre encore qui le disait, ces gens-là vont être à l'extérieur du réseau d'Hydro-Québec, ils vont faire du trading entre des compagnies, et il n'y aura aucune redevance pour venir financer l'infrastructure privée, publique d'Hydro-Québec. Donc là, on a un sérieux problème. L'autre élément qui est problématique, c'est comment ça se fait que, depuis le développement des contrats d'approvisionnement d'Hydro-Québec pour l'éolien, on se rend compte que Hydro-Québec doit fournir au réseau des périphériques, des éoliennes, de l'électricité aux besoins, puis on l'offre à très bas prix, au prix de la grande entreprise. Ça peut vouloir dire 4 sous le kilowattheure. Et en période de pointe, Hydro-Québec signe des ententes pour racheter de l'électricité à autour de 40 à 50 sous le kilowattheure à cause que le marché est élevé parce qu'on est en période de pointe. C'est exactement ce qui est en train de se négocier avec TES. Comment ces opérations éoliennes-là vont devenir rentables? C'est simplement en s'accrochant aux mamelles d'Hydro-Québec. Sans Hydro-Québec, sans l'offre de tarifs bas aux entreprises d'Hydro-Québec pour produire en période de production courante, et sans les rachats garantis d'Hydro-Québec en période de pointe au gros prix, les opérations de ces éoliennes-là ne seront pas rentables. Il faudrait qu'on nous le démontre, en tout cas, si ça serait rentable. Parce qu'à date, on n'a aucune preuve, aucune démonstration. Qu'est-ce que ça veut dire? Un, on est en train de céder des gisements de ressources naturelles renouvelables. Je parle de gisements pour une raison très précise. C'est-à-dire que du solaire, il y a des endroits où ça pourrait être rentable à cause de des conditions particulières d'ensoleillement, d'orientation des pentes, de proximité des lieux de consommation et peut-être un enneigement plus restreint. Il y a plein de facteurs qui démontreraient que, oui, à certains endroits au Québec, il existe des gisements efficaces d'énergie solaire. Même chose au niveau de l'éolien. Il y a des endroits où les conditions permettent plus de vent dans certaines vallées, à certains endroits. C'est comme les rivières. Les rivières, je suis à la Fondation Rivière, on est en train d'analyser, parce que le gouvernement parle d'arnacher de nouvelles rivières. Mais là, dans l'analyse qu'on a faite jusqu'à présent, il resterait à peu près 26 rivières à arnacher possibles avec un potentiel qui peut être jugé comme potable pour une rentabilité. La majorité de ces rivières-là, les grandes rivières, ceux qui ont le plus fort potentiel, sont en haut du 55e parallèle. C'est loin en cibole. Il n'y a pas de route, il n'y a pas rien. Au niveau des infrastructures, c'est très, très, très douteux qu'on puisse atteindre ces régions-là. Qu'est-ce que je fais en termes de temps? Donc, la balance des rivières qu'on a identifiées sont sur la Côte-Nord. C'est pas pour rien qu'actuellement, les gens disent, puis Hydro-Québec invite les Autochtones, puis veut que les Inuits viennent rencontrer le PDG d'Hydro-Québec, parce que c'est un territoire Inuit pour la majorité des autres rivières, mais ce sont des petites rivières avec un faible débit, donc avec une capacité de rentabilité relativement faible, à moins qu'on construise la route gratis. Là, vous voyez que céder les gisements, ça comprend, oui, l'éolien, ce qu'on est en train de faire. Ça comprend ce que TES demande, c'est-à-dire éventuellement les gisements rares, assez rares de solaire. Et ça comprend les rivières qui nous restent peut-être. Parce qu'on va dire, si c'est trop cher à développer, on va demander à l'entreprise privée de construire, puis ils n'auront pas besoin de construire un réseau, ils vont approvisionner une ferme de serveurs, genre. Fait que là, ils vont être dans le Grand Nord avec une ferme de serveurs, puis
Ils vont traiter les données informatiques provenant des satellites en utilisant les grandes rivières du Québec. On commence à avoir un sérieux problème avec ça à la Fondation Rivière. Là, je pourrais parler très longtemps. Il y avait un élément que je ne voulais pas oublier, mais je l'ai oublié. Tu as parlé du solaire et de l'éolien. Tu as dit que des prix solaires. C'est les deux. C'est les deux. C'est principalement de l'éolien avec une composante solaire. Oui, qui est prévu en tout cas dans ce qu'on voit, le peu de choses qu'on connaît du projet pour l'instant. Moi, je vois ça un peu comme un cheval de Troie visant. Tu vas être méchant, hein? Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens actuellement qui en veulent à Hydro-Québec et qui ont trouvé le cheval de Troie parfait pour déstabiliser la société d'État. Et c'est ce qui est en train de. Il me semble, en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Rappelons-nous que l'énergie est un monopole de l'énergie et que les intérêts financiers des corporations de puissance, les Power Corporations, ont eu toujours des intérêts majeurs à l'intérieur du système gazier provincial au Québec. Je termine là-dessus. C'est une question. Oui. Mieux pas de micro. Mieux pas de micro. Nous, ici, à Saint-Eustache, on a déjà eu un projet de lumière au niveau de la ligne qui a été bloqué. Mettons, on viendrait avec ce projet-là. Est-ce qu'il serait intéressant de venir avec ce projet-là ou non? Oui. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que au niveau de la Fondation, nous autres, c'est beaucoup la protection des dernières grandes rivières naturelles et des dernières rivières naturelles qui nous préoccupent le plus. Il y a des communautés partout à travers le Québec où il y a des rivières, où il y a des anciens barrages, des anciennes installations qui pourraient très bien être retapées un peu et servir éventuellement. Et je pense qu'il y a des pistes de solutions. Et un des problèmes auxquels on fait face, surtout au niveau des élus actuellement, c'est que les élus ne connaissent pas les micro-réseaux électriques intelligents, ne connaissent pas la redistribution électrique, ne connaissent pas les boucles de chaleur et ne sont pas tellement au courant des vieilles installations qui pourraient servir éventuellement à bâtir des réseaux autonomes énergétiques servant essentiellement à sortir des combustibles fossiles de nos communautés. Et en plus, il y a probablement une situation où on manque une véritable occasion en cédant en permanence des gisements de développer éventuellement une plus grande autonomie énergétique dans nos communautés et une plus grande sécurité énergétique dans nos communautés. Parce que quand on s'approvisionne à proximité, c'est pas mal plus sécure que s'approvisionner sur des très grandes distances d'un réseau qui a été affaibli par les ponctions annuelles du gouvernement du Québec, variant entre 4 et 6 milliards en valeur. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a des réseaux. Petites rivières qui pourraient être utilisées pour produire l'électricité, pas comme dans le Nord, où des prix pour avoir des prix raisonnables, on étaura les centrales hydroélectriques, on étaura les réseaux hydroélectriques. Mais quand ce projet-là avait été présenté, il a été goûté. C'est un projet qui est bon, pareil comme là, le projet de Saint-Narcisse, qui est en marche. Mais informez-vous, si vous avez un crayon et un bout de papier, sur la redistribution électrique au Québec. Il y a des municipalités qui agissent à bas prix actuellement l'électricité d'Hydro-Québec. Ils gèrent leur propre réseau intérieur et ils redistribuent aux tarifs établis par la Régie de l'énergie et ils génèrent un peu de fonds. Mais en plus de ça, avec les réseaux intelligents, le potentiel augmente parce que tu peux intégrer toute une gamme de nouvelles sources énergétiques. Avec les boucles à chaleur, tu peux rajouter encore des sources et tu peux envisager éventuellement des réseaux de proximité autonomes. Avec les subventions qu'on fait pour ces grands projets-là, on pourrait développer une approche de plus grande autonomie et de plus grande sécurité énergétique pour nos communautés.
Bravo.